L'orthodoxie et la religion du futur du père Séraphin Rose de bienheureuse mémoire. Chapitre 6, partie 2. Les signes du paradis. Une compréhension chrétienne orthodoxe des objets volants non identifiés. Le docteur Hynek, qui a étudié la question de façon plus approfondie qu'aucun scientifique distingué, a commodément divisé les phénomènes des ovnis en 6 catégories générales. La première, les lumières nocturnes, est la plus communément rapportée et la moins étrange de toutes. La plupart de ces rapports s'expliquent aisément par des corps célestes, météores, etc., et ne sont pas considérés comme relevant des ovnis. Les lumières nocturnes vraiment étonnantes, celles qui restent non identifiées, qui semblent manifester une action intelligente, mais ne sont pas explicables par la navigation aérienne ordinaire, sont souvent vues par de multiples témoins, y compris des officiers de police, des pilotes d'avion et des opérateurs des tours d'aéroports. La deuxième catégorie d'ovnis est les disques de lumière diurnes, dont le comportement est proche de celui des lumières nocturnes. Ceux-ci sont les soucoupes volantes originelles, et en fait presque toutes les observations dans cette catégorie montrent des disques dont les formes varient depuis la circulaire jusqu'au cigare. Ils sont souvent métalliques en apparence, et l'on rapporte qu'ils sont capables de démarrage et d'arrêt extrêmement rapides, ainsi que de manœuvres, telles que des changements soudains de direction ou un vol stationnaire immobile, qui sont au-delà des capacités d'aucune navigation aérienne actuelle. Il y a beaucoup de soi-disant photographes de tels disques, mais aucune d'elles n'est très convaincante, à cause de la distance impliquée et de la possibilité de trucage. Comme les lumières nocturnes, les ovnis de cette catégorie sont toujours rapportés comme étant totalement silencieux et quelquefois on en voit 2 ou plus. La troisième catégorie est celle des rapports radars visuels, c'est-à-dire des aperçus au radar qui sont confirmés par des observations visuelles indépendantes. Le radar par lui-même étant sujet à des sortes variées de fausses perceptions. La plupart de ces cas se produisent la nuit, et les cas les meilleurs impliquent des aperçus simultanés par des avions, quelquefois volontairement dépêchés pour suivre l'OVNI, à une distance assez proche. Dans ces cas-là, l'OVNI l'emporte toujours en tactique sur l'avion, quelquefois le suivant, et disparaît finalement dans une explosion de vitesse, jusqu'à 4000 miles et plus à l'heure. Quelquefois, comme dans les catégories 1 et 2 également, l'objet semble se diviser et devenir 2 ou plusieurs objets distincts, et quelquefois le clair aperçu visuel par les pilotes de tels objets dans les airs n'est pas saisi du tout par le radar. Les observations dans cette catégorie, juste comme dans les 2 premières, durent de quelques minutes à plusieurs heures. Un certain nombre de cas dans les 3 premières catégories sont bien documentés, avec de nombreux témoignages fiables, expérimentés et indépendants. Cependant, chacun de ces cas, comme le remarque le docteur Hynek, a pu être causé par quelques concours de circonstances extrêmement inhabituels et non par quelques phénomènes nouveaux et totalement inconnus. Mais lorsque beaucoup de cas bien documentés, tous semblables les uns aux autres, s'accumulent, les chances qu'ils soient tous de fausses perceptions d'objets familiers deviennent très petites. C'est pourquoi de sérieux investigateurs d'OVNI se concentrent maintenant sur la collection d'un certain nombre de cas bien documentés, et la comparaison de nombreux témoignages fiables commence déjà à montrer des schémas définis de l'activité des ovnis. La réaction émotionnelle de ceux qui sont entrés en contact avec des ovnis des 3 premières catégories relève de la simple perplexité et de l'étonnement. Ils ont vu quelque chose dont le comportement semble totalement inexplicable, et ils restent avec le désir tentant de voir cela juste d'un peu plus près. C'est seulement dans quelques cas, impliquant généralement des pilotes qui ont essayé de poursuivre les objets non identifiés, qu'une sorte de peur véritable a été ressentie en rencontrant quelque chose qui semble intelligemment dirigé et en possession d'une technologie en avance sur quoi que ce soit de connu aujourd'hui. Dans les cas impliquant les proches rencontres, d'un autre côté, la réaction humaine devient plus profonde et le côté psychique des phénomènes plus prononcé. Les proches rencontres du premier type, pair 1, sont des visions d'un objet lumineux à une distance proche, à peu près à 500 pieds ou moins, la lumière étant quelquefois très brillante et projetant de la luminescence sur le sol au-dessous. Quand la forme de l'objet est décrite, il est généralement établi comme ovale, quelquefois avec un dôme au sommet, et les lumières sont souvent décrites comme tournant généralement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les objets planent souvent près du sol, sans bruit, ou occasionnellement avec un vrombissement.
Ils se meuvent quelquefois au ras du sol sur des distances considérables et décollent éventuellement extrêmement rapidement, silencieusement et généralement de façon verticale. Les exposés sur de telles proches rencontres observées au même moment par plusieurs témoins sont assez nombreuses. Ces exposés sont invariablement assez semblables les uns aux autres, comme si c'était vraiment un seul et même objet, ou des objets similaires qui étaient observés dans tous les cas bien documentés. De façon typique, ces cas se produisent la nuit, dans des endroits peu habités, et il se trouve un petit nombre de témoins pour chaque vision, une moyenne de 3 ou 4 dans les cas examinés par le docteur Hynek. Les proches rencontres du premier type sont toujours impressionnantes et souvent effrayantes, mais ne laissent pas de marques visibles. Les témoins sont généralement tellement bouleversés par l'expérience qu'ils négligent de prendre des photographies de l'objet, même quand un appareil est à proximité. Typique de l'effet sur les témoins est ce commentaire d'un rapport de 1955 sur les ovnis. Je peux vous assurer qu'une fois que quelqu'un a vu un objet tel que celui-ci de si près, et même pendant une période d'1 minute, il sera gravé dans sa mémoire pour toujours. L'expérience est si inhabituelle que les témoins ne sont souvent pas crus lorsqu'ils la rapportent, un fait qui pousse beaucoup d'entre eux à la rapporter confidentiellement après de nombreuses années, ou pas du tout. L'expérience est intensément réelle pour ceux qui l'ont vécue, mais largement incroyable pour les autres. Une typique proche rencontre du premier type impliqua 2 shérifs suppléants de Portage County, dans l'Ohio, en 1966. À environ 5 heures du matin, le 16 avril, après s'être arrêtés pour inspecter une voiture garée sur une route de campagne, ils virent un objet aussi gros qu'une maison, s'élevant jusqu'au niveau du sommet des arbres, environ 100 pieds. Comme il s'approchait des suppléants, il devint progressivement brillant, illuminant tous les alentours, puis s'arrêta et plana au-dessus d'eux avec un vrombissement. Quand il s'en alla, ils le poursuivirent sur quelques 70 miles à l'intérieur de la Pennsylvanie, à une vitesse de près de 105 miles à l'heure. 2 autres officiers de police virent l'objet clairement, à une plus haute élévation, avant qu'il ne s'élève tout droit et disparaisse à l'aube. La pression du Congrès obligea le Project Blue Book à enquêter sur ce cas. Il fut expliqué comme une observation de Vénus et les officiers qui l'avaient vu furent soumis par la presse à un ridicule considérable qui conduisit l'un des officiers à la rupture familiale et à la ruine de sa santé et de sa carrière. Les tragédies personnelles de cette sorte parmi les gens qui ont eu des proches rencontres avec les ovnis sont si communes qu'elles devraient être définitivement incluses dans les caractéristiques typiques de ce phénomène. Les proches rencontres du deuxième type, PR2, sont essentiellement semblables aux expériences PR1, avec la seule différence qu'elles laissent quelques effets physiques et ou psychiques saisissants de leur présence. Ces effets incluent des marques sur le sol, le flétrissement ou la brûlure des plantes et des arbres, l'interférence avec les circuits électriques causant l'arrêt des radios et des moteurs d'automobile, l'inconfort des animaux, comme il est mis en évidence par leur comportement étrange, et des effets sur les humains comprenant une paralysie temporaire ou un engourdissement, une sensation de chaleur, la nausée ou d'autres désagréments, une absence de poids temporaire causant quelquefois la lévitation, la soudaine guérison de blessures ou de douleurs, et des conséquences psychologiques et physiques variées. Cette sorte de rencontre avec un ovni donne la plus grande possibilité à l'investigation scientifique, car en plus du témoignage humain, il y a une évidence physique qui peut être examinée. Mais peu d'investigations ont été actuellement entreprises, à la fois parce que la plupart des scientifiques redoutent d'être impliqués dans la gestion des ovnis tout entière, et parce que l'évidence elle-même est généralement peu concluante ou partiellement subjective. Un catalogue a été rassemblé de plus de 800 cas de ce type dans 24 pays. Aucun morceau véritable d'un ovni n'a jamais été authentifié, cependant, et les marques laissées sur le sol sont souvent aussi déconcertantes que les visions elles-mêmes. La marque la plus fréquente laissée sur le sol après une vision, l'ovni lui-même ayant été vu soit sur le sol soit juste au-dessus de lui, est une aire brûlée, déshydratée ou déprimée en forme d'anneau, habituellement de 20 à 30 pieds de diamètre et de 1 à 3 pieds d'épaisseur. Ces anneaux persistent des semaines ou des mois, et l'on rapporte que l'intérieur de l'anneau, et parfois le cercle entier, reste stérile pendant une saison ou deux après la vision. Quelques analyses du sol dans de tels anneaux n'ont pas produit de conclusion définitive quant à l'origine possible de cette condition. Les proches rencontres du deuxième type arrivent souvent durant la nuit sur des sections isolées de la route.
Dans beaucoup de cas semblables, un objet luisant atterrit dans un champ voisin ou sur la route, en face d'une automobile ou d'un camion, le moteur et les phares de l'automobile tombent en panne et les occupants sont pris de terreur jusqu'à ce que l'OVNI s'en aille, s'élevant souvent tout droit sans un bruit. Le moteur de l'automobile alors peut marcher de nouveau et souvent redémarre de lui-même. Les plus étranges des rapports sur les ovnis sont ceux qui relèvent des proches rencontres du troisième type, PR3, c'est-à-dire les expériences d'ovnis impliquant des êtres animés, occupants ou humanoïdes. La première pensée de beaucoup de gens, quand ils entendent de tels rapports, est de se représenter des petits hommes verts et d'écarter le phénomène entier comme incroyable, supercherie ou hallucination. Cependant, le succès du récent film de science-fiction nommé précisément d'après cette catégorie de phénomènes d'OVNI, Rencontre du troisième type, pour lequel le docteur Hynek a servi de consultant technique, associé au sondage Gallup en 1974, qui a montré que 54% de ceux qui sont au courant des ovnis croient qu'ils sont réels et que 46% de tous les interrogés croient en une vie intelligente sur les autres planètes. Le pourcentage aujourd'hui serait certainement plus grand. Mettent l'accent sur l'acceptation rapidement croissante de la possibilité de rencontres effectives avec des intelligences non humaines. La science-fiction a donné les images, l'évolution a produit la philosophie, et la technologie de l'âge de l'espace a fourni la plausibilité de telles rencontres. De façon surprenante, ces rencontres semblent se produire effectivement de nos jours, comme il est attesté par l'évidence de beaucoup de témoins crédibles. Ce qui est d'importance cruciale, cependant, c'est l'interprétation qui doit être faite de ces événements. Est-ce que la réalité qui est derrière est un contact effectif avec des visiteurs de l'espace, ou est-ce seulement une explication procurée par l'esprit des temps pour un contact somme toute d'une sorte différente? Comme nous le verrons plus bas, les investigateurs scientifiques d'OVNI d'aujourd'hui ont déjà posé ces questions. Le docteur Hynek admet sa propre répugnance à affronter la possibilité des expériences PR3. Pour être franc, j'aurais volontiers omis cette partie, si je l'avais pu sans offenser l'intégrité scientifique. Cependant, puisque son but est l'objectivité scientifique, il trouve impossible d'ignorer les cas bien documentés, par des témoins crédibles, de ces étranges phénomènes. Des près de 1250 proches rencontres rapportées dans un catalogue par le docteur Jacques Vallée, 750 relatent l'atterrissage d'un engin et plus de 300 de ceux-ci mentionnent des humanoïdes dans ou près de l'engin. Un tiers de tous ceux-ci sont des cas à témoins multiples. Dans un des cas avec humanoïdes qui se produisit en novembre 1961, dans l'un des États de la plaine du nord des USA, 4 hommes revenaient d'une expédition de chasse tard, la nuit, quand l'un d'eux remarqua un objet enflammé qui descendait, comme si un avion s'écrasait à environ un demi-mile d'eux sur la route. Quand ils atteignirent le site de la catastrophe, tous les 4 virent un engin en forme de silo dans un champ, enfoncé obliquement dans le sol, à un angle, avec 4 figures pseudo-humaines autour de lui. C'était à une distance d'environ 150 yards. Ils projetèrent de la lumière sur l'une des figures qui avait une hauteur d'environ 4 pieds et demi de haut et portait ce qui ressemblait à un survêtement blanc. Elle fit un geste aux hommes pour leur intimer de rester en arrière. Après un peu d'hésitation, pensant toujours qu'il s'agissait d'un accident d'avion, ils se rendirent dans une ville voisine à la recherche d'un officier de police, et quand ils revinrent, ils virent seulement des sortes de petites lumières rouges, quelque chose comme des feux d'automobile. Ils s'engagèrent dans le champ avec l'officier de police et suivirent les lumières, seulement pour découvrir qu'elles avaient soudain disparu, ne laissant pas la moindre trace en dépit de la boue dans le champ. Après que l'officier de police stupéfait fut parti, les hommes virent à nouveau le silo descendre du ciel dans une lueur rougeâtre. Instantanément après que l'objet eut atterri, 2 figures furent visibles à côté de lui. Un coup de feu fut tiré, bien qu'aucun des hommes n'admît l'avoir fait, et l'une des figures fut touchée à l'épaule avec un bruit sourd, et tomba en tournant un genou. Pris de panique, les hommes coururent à leur voiture et s'enfuirent, tombant d'accord entre eux pour ne mentionner l'incident à personne. Ils revinrent à la maison avec l'étrange impression qu'il y avait eu une certaine période de temps perdu pendant la nuit. Le jour suivant, un des hommes reçut à son travail la visite de plusieurs hommes soignés à l'aspect officiel qui lui posèrent des questions à propos de l'incident, mais sans mentionner le coup de feu, et ensuite le ramenèrent dans leur voiture à la maison, où ils l'interrogèrent à propos de ses vêtements et de ses bottes,
puis s'en allèrent, en lui recommandant de ne rien dire de l'incident à qui que ce soit. Le chasseur présuma que ces hommes étaient des enquêteurs de l'United States Air Force, essayant de dissimuler un nouveau dispositif secret, mais les hommes ne s'identifièrent jamais et ne les contactèrent plus. Les 4 hommes étaient tous extrêmement secoués par l'incident, et au bout de 6 ans, l'un d'eux se sentit poussé à confier l'histoire entière à un agent du Trésor US. Les incidents principaux dans cette histoire sont typiques de beaucoup de proches rencontres du troisième type. Un cas un peu différent de cette sorte fut le fameux atterrissage d'OVNI à Kelly, une petite ville près d'Hopkinsville, Kentucky, qui a été étudié de façon extensive par la police, l'armée de l'air et des enquêteurs indépendants. Dans la soirée et la nuit du 21 août 1955, 7 adultes et un enfant dans une exploitation agricole eurent une rencontre prolongée avec des humanoïdes. L'incident commença à 7 heures, quand le fils adolescent de la famille vit un objet volant atterrir devant la ferme. Personne ne le crut, mais une heure plus tard, un petit homme, émettant une étrange lumière, vint vers la maison, les mains levées. 2 des hommes dans la maison, fous de peur, tirèrent sur la créature quand elle fut à 25 pieds de là. Elle tressaillit et disparut dans l'ombre. Bientôt, une autre créature similaire apparut à la fenêtre. Ils firent feu de nouveau sur elle, et de nouveau elle disparut. Quittant la maison, les hommes tirèrent sur une autre créature avec une main en forme de cerf qu'ils virent sur le toit. Puis une autre, sur un arbre voisin, descendit en flottant sur le sol quand elle fut touchée. D'autres créatures furent encore vues et touchées, ou peut-être les mêmes réapparues. Mais les hommes virent que les balles semblaient ricocher sur elles et n'avoir pas d'effet réel. Cela faisait un bruit comme s'ils tiraient sur un seau. Après avoir vidé 4 boîtes de cartouches sans effet, les 11 personnes, parfaitement terrifiées, se rendirent en voiture au commissariat de police de Hopkinsville. La police arriva à la ferme après minuit et effectua une recherche minutieuse des indices. Trouvant quelques marques inhabituelles et voyant plusieurs étranges météores qui venaient dans la direction de la ferme, mais ils ne découvrirent pas de créatures. Après que la police fut partie, les créatures réapparurent, causant plus de consternation dans la maisonnée. Les humanoïdes, dans ce cas, sont décrits comme mesurant 3 pieds et demi à 4 pieds de haut, avec des mains et des yeux, sans pupilles ou paupières, énormes, de grandes oreilles pointues et des bras qui touchent le sol. Ils semblaient n'avoir pas de vêtements, mais être plaqués de nickel. Ils approchaient la maison toujours du côté le plus sombre et n'approchaient pas quand les lumières extérieures étaient allumées. Le docteur Hynek fait une nette distinction entre proches rencontres du troisième type et les cas de contactés. Les contactés ont des rencontres répétées avec les créatures des ovnis, apportant souvent des messages pseudo-religieux sur les êtres hautement évolués des autres planètes qui vont venir apporter la paix sur la Terre, et ils sont souvent reliés à des cultes religieux des ovnis. Les expériences ordinaires PR3, d'un autre côté, sont en général très similaires aux autres proches rencontres. Elles arrivent à des gens aux occupations et à l'honnêteté similaires, sont juste aussi inattendues, produisent la même sorte de choc à la vue de quelque chose d'aussi incroyable. Les occupants qui sont vus, habituellement à une courte distance, sont souvent montrés en train de ramasser des échantillons de terre et de rochers, montrant un intérêt apparent pour les installations et les véhicules humains, ou de réparer leur propre engin. Les humanoïdes sont décrits comme ayant de grosses têtes avec des traits en grande partie non humains, pas d'yeux ou de grands yeux largement espacés, un petit nez ou pas de nez, une fente nue à la place de la bouche, des jambes grêles, pas de cou. On dit de certains qu'ils sont de taille humaine, d'autres de 3 pieds et demi de haut, comme dans l'incident de Kelly Hopkinsville. Récemment, un nouveau catalogue de plus de 1000 cas PR3 a été rassemblé. Il y a eu nombre de cas relatés sérieusement par des gens apparemment fiables, d'enlèvement par des occupants d'OVNI, habituellement dans le but d'analyse. Presque toutes les preuves de ces cas, si on exclut les contactés, ont été obtenues par hypnose régressive. L'expérience est si traumatisante pour les témoins que leur esprit conscient ne s'en souvient pas, et c'est seulement quelque temps plus tard que ces personnes acceptent d'être hypnotisées pour expliquer quelques mystérieuses pertes de temps en relation avec leur expérience de proches rencontres, la première partie de laquelle ils se souviennent. L'un des cas les mieux connus d'enlèvement se produisit vers minuit le 19 septembre 1961, près de Whitefield, New Hampshire. On en fit le sujet d'un livre de John Fuller, Le voyage ininterrompu, qui fut imprimé sous une forme condensée dans le magazine Locke. Cette nuit-là, Barney et Betty Hill
revenaient d'un voyage de vacances quand ils virent un ovni qui descendait et se posa juste en face de leur voiture sur une route secondaire. Quelques humanoïdes s'approchèrent d'eux, et ce qu'ils se rappelèrent ensuite, c'était 2 heures plus tard, et ils étaient à 35 miles plus loin sur la route. Cette amnésie les préoccupa, les conduisant à des désordres physiques et mentaux, et ils allèrent finalement chez un psychanalyste. Sous hypnose, ils racontèrent tous deux, indépendamment l'un de l'autre, ce qui était arrivé pendant le temps manquant. Tous deux établirent qu'ils avaient été emmenés à bord de l'engin par les humanoïdes et soumis à des examens physiques, avec prise d'échantillons d'angles et de peau. Ils furent relâchés, après qu'on leur eut donné la suggestion hypnotique qu'ils ne se rappelleraient rien de l'expérience. Sous hypnose, ils relatèrent l'événement avec une grande perturbation émotionnelle. Dans un cas similaire, à 2h30 du matin, le 3 décembre 1967, un policier d'Ashland, Nebraska, vit un objet avec une rangée de lumières clignotantes sur la route, qui s'éleva dans les airs quand il approcha. Il rapporta une soucoupe volante, assez supérieure, et revint à la maison avec un fort mal de tête, un bourdonnement dans les oreilles et une marque rouge derrière l'oreille gauche. Plus tard, on découvrit qu'il y avait une période de 20 minutes cette nuit dont il ne se rappelait rien. Sous l'hypnose, il révéla qu'il avait suivi l'OVNI, qui atterrit de nouveau. Les occupants jetèrent sur lui une vive lumière et le prirent à bord de leur engin, où il vit des tableaux de contrôle et des machines qui ressemblaient à des ordinateurs. Un ingénieur en France vit quelque chose de similaire quand il fut enlevé pour 18 jours. Les humanoïdes, portant des combinaisons avec l'emblème d'un serpent ailé, dirent aux policiers qu'ils venaient d'une galaxie voisine, avaient des bases aux États-Unis et faisaient marcher leur engin par électromagnétisme renversé. Ils contactèrent les gens par hasard et veulent les stupéfier. Ils relâchèrent l'homme en lui disant de ne sagement pas parler de cette nuit. À première vue, de tels incidents semblent simplement incroyables, comme d'étranges cas d'hallucination ou une imagination dérangée. Mais il en eut maintenant beaucoup trop pour les réfuter si facilement. En tant que rencontre avec un véritable engin physique, c'est sûr, ils ne sont pas très convaincants. De plus, les psychiatres eux-mêmes attestent que les résultats de l'hypnose régressive sont très incertains. La personne hypnotisée n'est souvent pas capable de distinguer entre l'expérience réelle et les suggestions plantées dans son esprit, soit par l'hypnotiseur, soit par quelqu'un d'autre, au moment de la proche rencontre supposée. Mais même si ces expériences ne sont pas entièrement réelles, en tant que phénomène objectif dans l'espace et le temps, le simple fait que tant d'elles ont été implantées dans des esprits humains au cours de ces dernières années est déjà assez significatif. Sans aucun doute, il y a quelque chose derrière les expériences d'enlèvement aussi, et récemment les investigateurs des ovnis ont commencé à regarder dans une direction différente pour les expliquer. De telles expériences, et spécialement les proches rencontres des années 70, sont de façon notable liées aux phénomènes paranormaux ou occultes. Les gens ont parfois des rêves étranges juste avant de voir un ovni, ou entendent des coups à la porte alors qu'il n'y a personne, ou ont d'étranges visiteurs après coup. Certains témoins reçoivent des messages télépathiques des occupants d'un ovni. Les ovnis maintenant, quelquefois, se matérialisent et se dématérialisent simplement au lieu d'aller et venir à grande vitesse. Quelquefois, des guérisons miraculeuses ont lieu en leur présence ou lorsque quelqu'un est exposé à leur lumière. Mais les proches rencontres avec des ovnis ont eu aussi pour résultat des leucémies et des maladies des radiations. Souvent, il y a des effets psychologiques tragiques, détérioration de la personnalité, folie, suicide. L'accroissement de la composante psychique dans les visions d'ovnis a conduit les chercheurs à rechercher des similitudes entre les expériences d'ovnis et les phénomènes occultes et de rechercher la clé de la compréhension des ovnis dans les effets psychiques qu'ils produisent. Beaucoup de chercheurs notent la similarité entre les phénomènes des ovnis et le spiritisme du XIXe siècle, qui combinait aussi des phénomènes psychiques avec d'étranges effets physiques, mais avec une technologie plus primitive. En général, les années 70 ont vu se combler le fossé entre les phénomènes d'ovnis normaux du passé et les cultes des ovnis, en accord avec la réceptivité croissante de l'humanité pendant cette décennie aux pratiques occultes.